On va partir d'abord en Angleterre et on va se replonger sur le match du week-end, mon cher Julien. City menait 2-0 sur la pelouse de Tottenham. Tout avait l'air d'aller bien. Cherki avait marqué son 3e but en Première Ligue. Et puis, l'équipe de Guardiola s'est éteinte. Pourquoi City a une nouvelle fois paniqué? Qu'est-ce qui se passe dans cette équipe? C'est une très bonne question, Karine. C'est vrai parce que si on regarde les stats, par exemple, City, c'est la meilleure équipe en Première Ligue en première période. Si les matchs s'arrêtaient à la 45e minute, ils seraient premiers du classement avec 12 points d'avance sur Arsenal, par exemple. Et pourtant, tu l'as dit, un match, ça dure 90 minutes et les secondes périodes sont beaucoup, beaucoup plus difficiles pour cette équipe de City qui, assez régulièrement, ou en tout cas sur 4 des 6 derniers matchs de championnat où ils ont mené au score à la pause, ils ont pas gagné le match à la fin du match. On l'a vu à Chelsea, contre Chelsea pardon, à domicile, contre Brighton à domicile. Et encore, par exemple, ce match-là aussi à Tottenham où jusqu'à la pause, ils étaient en contrôle total. Le premier but de Cherki, tu l'as dit, qui était sur une action très simple d'ailleurs, en transition, où il finit très bien, il conduit le ballon pied gauche, passement de jambe, se met sur son pied droit, frappe pied droit. Bon, très bien. Défensivement, c'est pas très bien, c'est pas bien défendu de la part de Tottenham, mais ça passe. Ensuite, il aurait pu marquer un début de l'année si Vicario avait pas fait une manchette un peu miraculeuse, héroïque, après avoir dribblé 2 joueurs dans la surface. C'était assez beau à voir aussi. Et à la pause, tu te dis vraiment, c'est impossible que Manchester City ne gagne pas cette rencontre. En face, il n'y avait rien du tout. Il ne se passait rien du tout du côté de Tottenham. Et pourtant, City s'est effondré, comme tu l'as dit. Alors, Tottenham, en général, réussit beaucoup mieux après la pause. C'est un peu l'inverse de Manchester City. Ils ont souvent des premières périodes qui sont très difficiles et de secondes périodes où ça va beaucoup mieux. Là, il y a eu un petit changement à la pause. Romero est sorti. Pape Matar est entré en jeu, pardon. Ils sont passés en 4-5-2 parce que la défense à 5 du départ était vraiment une très mauvaise idée de la part de Thomas Frank. Ça n'avait pas du tout fonctionné. Donc c'est bien de sa part d'avoir changé les choses un petit peu et ça a fait une différence côté Tottenham. Mais le constat reste quand même que du côté de City, on s'est complètement effondré. On a arrêté de jouer, surtout jusqu'au 2 buts encaissés. Donc le premier qui est un peu malheureux, on va dire, avec Gueye et Solanke. Le deuxième qui est un but extraordinaire de Solanke à la Giroud, le coup du scorpion. Si vous ne l'avez pas vu, sincèrement, allez le voir parce que c'est vraiment. Après, c'est un but qu'il peut retenter 99 fois, enfin même 1 milliard de fois. Il ne la mettra plus jamais comme ça, qui lobe Donnarumma en plus. Donc en fait, si tu es City, tu t'es fait rejoindre au score. Alors, tu n'as pas vraiment non plus concédé de grosses occasions. Il y avait une frappe d'Udoji sinon, mais c'est à peu près tout. Et pourtant, tu te retrouves à 2 partout alors que, on l'a dit, tu étais vraiment en contrôle total de la rencontre. Tu as ces fragilités défensives qui sont maintenant récurrentes, ça c'est sûr. Tu as un problème d'équilibre dans ton équipe et tu as clairement un problème physique puisque c'est pas possible que tu t'effondres à chaque fois comme ça en seconde période. Donc dans la gestion de la rencontre, mais aussi, moi je pense, dans le côté physique foncier, il y a des gros problèmes. Peut-être que finalement, l'assemblage, on va dire, entre ce que Guardiola fait depuis 10 ans maintenant à City, sa philosophie à lui, sa méthodologie à lui, et celle de son nouvel adjoint, donc, qui est arrivé cet été, l'ancien adjoint de Klopp à Liverpool, Pep Lijnders, qui lui prône des choses un petit peu différentes, notamment dans la verticalité, dans l'intensité et le contre-pressing. Peut-être que finalement, quand tu mets les deux ensemble, il y a une période où ça marche très bien, et on l'a vu encore une fois donc là dimanche. Et puis à un moment, ben, ça fonctionne plus trop, quoi, parce que soit les joueurs savent plus s'il faut aller plus côté Guardiola ou côté Linders. Donc quand tu mènes 2-0, est-ce que tu vas continuer à jouer avec beaucoup d'intensité, à jouer avec beaucoup de verticalité, ou au contraire, c'est là où il faudrait que tu reviennes sur les principes guardiolaesques, entre guillemets, de contrôle, de possession, etc., etc., qui sont un petit peu coincés entre les deux. Mais en tout cas, c'est pas la première fois qu'on voit une équipe de City qui, encore une fois, comme hier, lâche des points très importants en plus dans la course au titre en seconde période. On va parler effectivement de cette course au titre et de Arsenal un petit peu plus tard. Tu l'as dit, donc City une nouvelle fois qui a laissé échapper des points. En plus, on rappelle que Tottenham est seulement 14e de Première Ligue. Il y a des problèmes aussi qui sont récurrents, notamment Haaland. Il faut qu'on en parle. Julien, il y a un problème. Il a joué l'intégralité du match. Il ne marque plus quasiment. Il avait marqué face à Brighton, mais c'était sur penalty. Il a marqué face à Galatasaray, mais son rendement n'est pas bon. Est-ce que c'est devenu tout simplement un problème tactique pour Manchester City? Quand on l'a recruté, on a dit qu'il nous fallait un neuf, c'est la solution. Ils ont gagné la Ligue des Champions, même s'il n'avait pas été grandiose lors de la finale. Et là, il y a clairement une baisse de régime. Ouais, c'est une période difficile. C'est la pire période de sa carrière, sincèrement. Ça fait enfin, pardon, 2 buts en 11 matchs, dont un dans le jeu, puisque le deuxième était un penalty.
Moi, mais on en avait déjà parlé avant un petit peu, et puis avec Polo aussi. Moi, ce qui me choque le plus, hier qui marque pas, bon, ça peut arriver, c'est pas un problème tactique parce que de toute façon, dans le jeu en lui-même, dans la construction, dans les circuits préférentiels, il n'a jamais vraiment participé. C'est pas son jeu. Je pense que peut-être que lui aimerait le faire plus s'il peut. Je pense que Guardiola aimerait peut-être aussi, mais c'est pas ce qu'on lui demande non plus. On lui demande de marquer 50 buts par saison, ce qu'il fait en général plutôt bien. Ce qui me gêne le plus hier, c'est qu'il a une frappe à la 17e minute et une frappe à la 82e minute. Et c'est tout. Et rien. Et moi, je ne comprends pas à quel point, alors encore plus avant cette mauvaise période, quand il marquait beaucoup, 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 je ne comprends pas comment tu as un joueur comme Erling Haaland dans ton équipe, tu as des joueurs créatifs comme, bon là Foden était sur le banc, il est entré en seconde période, mais comme Cherki, même comme Bernardo Silva, comme Semenyo, même si Semenyo est un peu, pour moi en tout cas pour l'instant, pas encore bien intégré dans le système et la structure collective de cette équipe-là. Et c'est un joueur qui était quand même assez individualiste, enfin qui est un joueur très individualiste, c'est le joueur qui tire le plus par exemple en première ligue. Donc il est encore dans ce mode un peu égoïste, c'est un petit peu dur, mais comme ça. Mais comment, avec tous ces joueurs-là, mais même sans Doku, c'est pas grave, avec tous ces joueurs-là, tu peux n'offrir finalement à Erling Haaland que ces deux frappes. La deuxième d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais elle est contrée à la 92e minute. Donc en fait, il a une frappe, il frappe une fois au but, quoi. Il frappe une fois au but, qui est une frappe qui est même pas cadrée d'ailleurs, qui est une frappe à 0,08 expected goal. Donc c'est une frappe qui sert à rien en fait. Et 0,08, voilà, c'est comme ça. Je ne comprends pas comment, à un moment, tu ne peux pas le mettre dans des meilleures conditions pour qu'il marque un but. Parce que là, c'est un peu. Enfin, je veux dire, même personne n'aurait pu marquer, quoi. C'est pas possible. Même pas Superman, même pas Batman, même pas Maradona, même pas Pelé, même pas qui vous voulez, même pas Thierry Henry, ce que vous voulez, Kylian Mbappé, Harry Kane. On peut faire toute la liste si vous voulez, dans des conditions pareilles, avec le peu de ballons qu'il a reçu. Il a rien à manger, ouais. Exploitable, on va dire, voilà, exactement, exploitable dans la surface, c'est pas possible. Donc même le meilleur Erling Haaland de l'histoire, le meilleur numéro 9 de qui vous voulez, Brésilien Ronaldo, Cristiano Ronaldo, tout ce que vous voulez, avec ça, personne n'aurait marqué. Et je comprends pas comment aujourd'hui le problème n'est pas vraiment tactique. La problématique Haaland, c'est pourquoi est-ce qu'il n'est pas mis dans des meilleures conditions pour pouvoir au moins être capable de marquer, parce que sur ce qu'il lui donne hier, c'est des miettes et c'est inadmissible. Est-ce qu'il s'en plaint, le Norvégien? Parce que là, on l'a dit, la série est quand même assez inquiétante. À titre personnel, ça reste un buteur, il a besoin de marquer, il n'a pas de ballon à exploiter, il vit des moments frustrants. Ouais, c'est dur, c'est dur. Alors, il avait parlé après si je me rappelle bien, la défaite à Bodo Glimt, en plus qui était particulière pour lui, Oui, puisqu'il pour rentrait lui. quand même au pays, même si c'est pas là où il avait grandi ou là où il était né. Voilà, c'était quand même, il était chez lui. Encore une fois, ça avait été très compliqué pour son équipe déjà, puisqu'il y avait eu cette défaite 3-1. Mais pour lui aussi, même si cette fois il avait eu 3 tirs non cadrés. Donc encore une fois, c'est compliqué de marquer quand tu as des tirs non cadrés. Mais il avait dit que ce n'était pas suffisant de la part de l'équipe et de sa part. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu des versions différentes de la part de Guardiola dans son après-match. Et un Guardiola que je trouve d'ailleurs très irrité ou très irritable, on va dire, dans ses conférences de presse ou dans ses interviews encore hier sur Sky Sports après le match. Sincèrement, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu comme ça. Une fois, il nous a dit que c'était la faute d'Haaland s'il ne marquait pas. Une autre fois, il nous a dit que c'était une faute collective. C'est-à-dire que, pour revenir sur ce que je viens de dire là, ça ne créait pas assez d'occasions et de situations pour Haaland pour marquer. Donc, je ne sais pas en fait où lui voit le problème, puisqu'un jour, il nous dit un truc, l'autre jour, il nous dit l'inverse. Donc, il avait aussi été très sarcastique dans une de ses réponses, justement, sur le fait qu'Haaland allait moins bien en ce moment, en disant oui, c'est ça, il ne marquera plus jamais. Enfin, je ne sais plus exactement, mais sur un ton assez déplorable. Je ne sais pas. Moi, je pense qu'il ne sera plus là la saison prochaine, même s'il lui reste un an de contrat encore. J'ai aucune info. Hein. C'est simplement moi ce que je ressens par rapport parfois à son langage corporel, à ce genre de réponse qu'il peut donner, à ce côté irritable qu'il a un petit peu ces derniers temps. Alors, c'est peut-être aussi parce que son équipe, elle a gagné un match sur les 6 derniers en championnat, qu'on parle beaucoup d'Arsenal quand eux ne gagnent pas, ou d'Aston Villa, ou des problèmes de Liverpool, ou de United, de Tottenham, de qui vous voulez. Mais peut-être qu'il a aussi cette frustration quand on le connaît, quand on sait à quel point il est obsessionnel par rapport au football et à son équipe, de ne pas réussir à trouver les solutions aux problèmes qui sont clairement, on le voit tous, encore une fois, sur ce qu'on disait tout à l'heure, une première mi-temps très réussie, une seconde pas du tout réussie, ce genre de choses-là. Peut-être que ça le rend fou aussi, je ne sais pas. Mais moi, j'ai ce sentiment-là qu'il sait déjà qu'il a pris sa décision et qu'il ne sera pas là la saison prochaine et que c'est aussi un problème en soi. À suivre donc effectivement pour l'avenir de Guardiola. Alors forcément, City a concédé 2 points par rapport à Arsenal. On rappelle 5e nul de la saison pour les Citizens et Arsenal reprend de l'avance dans la course au titre. On en est à 6 points d'avance avec ce succès large 4-0 face à Leeds. Arsenal, grand gagnant du week-end.
Ouais, grand gagnant du week-end, parce que donc on l'a dit, City a perdu 2 points. Aston Villa a été battu à domicile par Brentford dans un match où ils ont joué 11 contre 10 pendant toute la seconde période. Et ils sont jamais parvenus à revenir, même s'ils ont marqué un but qui a ensuite été refusé, ce qui a créé un peu la polémique. Mais pour un ballon qui était sorti en touche que l'arbitre n'avait pas vu 19 secondes avant le but de Tammy Abraham, ils sont revenus jusqu'à donc 19 secondes avant. Pour moi, je sais que c'est un peu cruel, hein, c'est un peu dur si vous êtes supporter d'Aston Villa, mais pour moi, c'était la bonne décision, la décision à prendre. Mais oui, c'était bien pour Arsenal, alors qu'on guettait la réaction des Gunners après la défaite contre Manchester United, même s'ils avaient gagné aussi en Ligue des Champions contre Karatal Almaty, ça compte pas Il y avait vraiment. le nul aussi Et face là, à d'aller à Forest, Leeds, donc il fallait qu'ils ouais, regagnent en voilà, mais PL. d'aller à Leeds où Chelsea avait perdu, où Liverpool avait fait match nul, contre une équipe de Leeds qui allait beaucoup mieux ces dernières semaines, de les avoir fracassés comme ça, c'est vrai que ça apporte un vrai boost aussi à Arsenal avant d'affronter Chelsea demain soir en demi-finale retour de la Coupe de la Ligue.